Bonjour à toutes et à tous. Je vais terminer ces trois interventions avec un regard qui va peut-être un peu paraître décalé par rapport aux deux premières interventions, tant mieux. Je ne vais pas on va pas répéter ce qui a déjà été dit, évidemment, même s'il y aura des choses qui sûrement leur ressembleront. Moi, à vous entendre et puis à me trouver ici occlusif pour parler d'un sujet qui parle de l'organisation de la sécurité, je me dis quelque part qu'on a beaucoup de chance dans l'époque à laquelle on est de travailler dans ce métier, même si on a parfois l'impression de tourner en rond et de raconter les mêmes choses depuis 20 ans. Pour certains, je pense que malgré tout, on vit dans des cycles d'évolution et que le RSSI, et je parlerai très peu du RSSI dans ma présentation, c'est un homme comme les autres et il se doit d'évoluer, de s'adapter à son environnement. J'espère que non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Alors bon, je viens de changer de fonction, pour ceux qui me connaissent, je viens de rentrer chez Sogeti pour créer une activité de conseil en sécurité. Je ne parlerai pas de sécurité des SI ici. Bon, pour mon parcours, ceux qui ne le savent pas, j'ai passé 5 ans chez SFR pour créer une activité de sécurité de l'information. Et puis, je suis assez contributeur au niveau du Cercle européen et des assises. Et beaucoup de choses dont je vais vous parler ici viennent aussi des travaux qu'on mène avec le Cercle depuis 2004 maintenant. Et ceux qui veulent apprendre un petit peu la vision qu'on a pu avoir sur l'évolution de la fonction SSI, moi je vous invite à relire, je l'ai fait il y a 2-3 jours, le dernier white paper qu'on a fait sur la fonction SSI et la vision des dirigeants sur leur fonction SSI d'entreprise. Il y a quand même des choses qui étaient intéressantes que je ne vais pas reprendre ici. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui est aussi pas mal tiré du bouquin que j'ai écrit il y a quelques mois, qui est sorti en novembre, qui a été primé au FIC au mois de février, et pas mal de schémas d'ailleurs, parce qu'il y aura très peu de textes dans ma présentation, sont tirés de ce bouquin que pour ceux qui ont envie de le lire sur la plage, il n'est jamais trop tard cet été. Je disais, on a beaucoup de chance de travailler dans ce monde de la sécurité. Vous voyez que la sécurité des systèmes d'information, elle est née peut-être dans les années 90 à peu près. Alors elle continue, parce que le pavé sécurité système d'information continue. Mais de mon point de vue, ça ne fait qu'un petit ensemble de quelque chose qui est devenu beaucoup plus vaste que la sécurité des systèmes d'information, chose sur quoi je ne vais pas m'étendre, mais qui pose forcément des problématiques différentes que la sécurité des systèmes d'information à proprement parler. Et vous savez très bien qu'on parle aujourd'hui de sécurité globale, ça fait même 10 ans. On parle aujourd'hui de cyberdéfense depuis un petit peu moins longtemps et de cybersécurité depuis à peu près 10 ans également. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on a une chance inouïe de travailler dans ce domaine et je ne sais absolument pas ce qu'on fera dans 5 ans ou dans 10 ans, mais je pense que ça sera une belle aventure de toute façon. Alors, ce que je vais vous dire ici, alors peut-être que certains l'ont déjà entendu dans d'autres conférences et dans d'autres sphères, mais c'est les mêmes slides avec un discours totalement différent. C'est comme ça, j'espère y arriver. Et c'est basé sur 5 constats et 5 clés qui amèneront à la 5e, qui s'appelle l'acculturation. Le premier constat, c'est dans les entreprises, vous devez tous le constater, que vous soyez consultant ou en entreprise, il y a des tensions organisationnelles. Que vous soyez petit, gros, moyen, dans l'administration avec l'organisation et modernisation de l'État, dans la pharmacie ou dans la banque, ça, dans les télécoms, c'est pas facile à vivre, les fusions-acquisitions, les réorganisations tous les 6 mois, et ça crée des tensions. Et la sécurité, elle n'est pas absente, je dirais, de cette problématique. Et on constate que s'il y a des facteurs qui renforcent la sécurité ou la cybersécurité numérique, comme ça que je vais l'appeler, ça s'appelle la cybercriminalité, ça s'appelle la conformité, confère le règlement européen qui va sortir, confère les directives de l'ANSSI ou d'autres, peu importe d'où qu'elles viennent. Le troisième, c'est l'évolution des usages et du numérique, cloud, mobilité, réseaux sociaux, j'en passe et des meilleurs. Tout ça va renforcer la problématique de la sécurité numérique de l'entreprise. Mais inversement, il y a des forces qui sont dans l'autre sens, qu'il y a des fonctions qui vont se dire « Mes braves amis, c'est chez moi que ça se passe ». Et ce n'est pas forcément à la DSI ou chez le RSSI. Donc il y a des dangers, c'est pour ça que le titre de mon intervention s'appelle « Le RSSI à la croisée des chemins ». Je ne m'étendrai pas sur la fonction, enfin sur le RSSI à proprement parler, on reviendra dessus en conclusion, mais c'est quand même un des problèmes clés, je crois, quand on parle d'organisation humaine de la sécurité qu'il faut garder à l'esprit. Et avec la problématique de la sécurité et de la sûreté, du safety et de la sécurité anglais, sur lequel je ne m'étends pas, mais regardez les définitions quand même. Entre sécurité et sûreté, ce que ça veut dire.
La clé numéro 1, c'est la culture des risques. Et c'est un peu ce qui vient d'être dit, qu'on soit des traders dans une banque de financement ou un labo pharmaceutique. Bon, c'est clair qu'on n'aura pas la même appréhension du risque lié au numérique dans son entreprise, c'est une évidence. Quand vous regardez la sécurité des systèmes d'information, bon an, mal an, vous êtes ici. Hein. Sécurité SI, c'est de ça dont on s'occupe. Enfin, allez, à 80%, on est là. Les risques numériques, c'est quand même beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus complexe aussi que ça. Et parfois, je parle à des RSSI et je lui dis « Mais est-ce que tu travailles ou collabores, entre guillemets, avec la fraude interne ?» La plupart me disent non. Est-ce qu'ils collaborent avec la fraude interne? Il y a des tendances, par moment, à aller pratiquer certaines... Je prends l'exemple du DLP, par exemple. Un projet lequel le DLP commence à quitter le scope de la sécurité du système d'information. Donc il ne faut pas oublier que ce modèle montre bien que cette sécurité plus globale, plus transverse, plus stratégique. Donc clé numéro 1 aussi, sur la culture des risques, s'organiser en conséquence. Et ce modèle qui peut être évidemment inapproprié à la plupart des entreprises, que je suis sûr qu'il n'y a pas une entreprise qui est organisée comme ça, c'est à peu près sûr, comme tout modèle. Simplement, qu'on soit petit, grand, moyen ou gros, il y a des problèmes d'active sûreté, des problématiques de gestion de crise et continuité. Alors business intelligence, je la mets, mais bon, même si je n'aime pas parler d'intelligence économique, je l'appelle comme ça. Ceux qui n'en font pas, il y a une espérance de vie de la société qui est assez réduite à une échéance plus ou moins brève. Si on ne s'intéresse pas à ce que fait ses clients, ses fournisseurs, ses concurrents et ses compétiteurs. La communication, sensibilisation et les référentiels de contrôle et de risque, de plus en plus, ils sont indépendants de la structure, ce qui était appelé tout à l'heure la technostructure, ça doit être transversalisé. Je peux vous donner l'exemple d'une équipe qui s'occupait de sensibilisation à la sécurité des SI dans un grand groupe, qui était rattachée au RSSI, et elle a été transversalisée au-dessus du RSSI, à la sécurité globale, exactement dans ce schéma-là. On communique le physique, le logique, l'interne, l'externe, tout ça c'est mixé. Donc il faut transversaliser. Et puis ces 4 problématiques, qu'elles soient protégées des hommes, des sites, le numérique, et je mets la sûreté pour parler plus de malveillance que d'accident, et la protection de l'information en tant que telle, excusez-moi, mais qu'on soit une PME ou un grand groupe international, c'est 4 sujets dont on ne peut pas ne pas s'intéresser. Et puis évidemment, après vous avez la DSI, ce qu'on externalise, évidemment, plus on grossit dans la structure, il y a des sites, il y a des métiers avec lesquels il faut travailler. Bon. Là, vous êtes dans la dimension que je qualifierais implication des dirigeants. Sur les 2 derniers slides, c'est une problématique de dirigeants. Et vous allez avoir ceux qui vont faire la politique de l'autruche, la poussière sous le tapis, qui vont jouer à Louis XV en disant c'est le suivant à qui on coupera la tête, moi du moment qu'il ne se passe rien pendant que je suis en poste, etc. etc. Et ça, les fonctions sécurité au sens large, quand on est dans ces problématiques-là, ce sont des problématiques de dirigeants, et il ne faut pas avoir peur des mots, c'est avec eux qu'il faut travailler là-dessus. Excusez-moi, mais ce n'est pas permis à tout le monde. Constat numéro 2, le secret. Là, je veux faire un zoom très important sur le sujet parce que l'actualité montre, mais plus que l'actualité, l'évolution de la société, on peut se demander si le secret existe toujours. Même en Suisse, même au Luxembourg, vous voyez que tendance un peu à se réduire. Secret médical, on va espérer que celui-là, il continue à survivre. Il y a un serment d'Hippocrate, j'espère qu'on ne va pas en inventer un autre bientôt, mais il est important. Et donc, entre ce qui est top secret, confidentiel, vie privée, données personnelles, tout ça, ça commence un peu à évoluer avec des tensions entre le secret et la transparence. Vous voyez ce qui se passe avec les offshore leaks et les Wikileaks. Et puis, ce fameux dilemme du secret, de la sécurité, de la liberté, jusqu'où je pousse le contrôle, de veiller à ce que qui a accès à quoi et qui a diffusé quoi, avec les limites que l'on connaît et qu'on voit même avec le prisme, même si le sujet est un peu différent. Donc constat numéro 2, clé numéro 2, la culture du secret, il faut revoir les pratiques de classification. Et dans la classification, évidemment, vous avez le DICT en haut à droite. Le D, j'aurais tendance à dire, c'est pas trop mal traité, globalement. Le C, je pense qu'il faut revoir les choses. Mais ça, je n'ai pas d'état d'âme sur le sujet. Je pense qu'il faut remettre les choses sur la table et travailler avec les métiers. Donc sur ce sujet-là, il faut que le RSSI, si je l'appelle encore comme ça, il faut qu'il prenne son bâton de pèlerin, qu'il soit capable d'aller parler, de comprendre le métier et de lui tenir un langage qu'il comprend. Et là, bien souvent, ce n'est pas gagné. Moi, je suis parmi ceux qui militent pour que les futurs responsables de la sécurité soient issus des métiers. C'est la conclusion de mon livre. Nous verrons ce que l'avenir dira.
Mais la classification, c'est la deuxième clé, et c'est un bras de levier très fort, je pense, aujourd'hui, pour les fonctions sécurité. Retourner voir les métiers sur le sujet de la confidentialité, point. Constat numéro 3, on rentre dans la sociologie. Qu'est-ce que la propriété aujourd'hui? Alors j'ai même découvert qu'on louait, on pouvait ne plus acheter ses cafetières, ça se loue. Bon, alors les maisons, les vélos, les voitures, ça y est. Et c'est un phénomène de société. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être propriétaire? Parlons de la musique et du cinéma. C'est un phénomène sociétal. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être le propriétaire? Et en lien avec la classification, c'est évidemment, c'est qui est le propriétaire? Je suis sûr que dans vos PSSI, il y a marqué propriétaire de l'information quelque part. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a l'étiquette sur le front ou dans le dos marqué « Je suis le propriétaire de l'information » ? Je ne suis pas sûr. Je ne dis pas que je suis certain, mais je ne suis pas sûr. Donc ça, c'est un vrai dilemme. Et derrière cette question de la propriété et du partage, on a entendu parler tout à l'heure des médias sociaux et des nouvelles générations, on a vraiment, là on rentre un peu dans le marché, dans l'évolution du marché, et donc qui impacte la sécurité et le poids des GAFA, je ne vous dis pas qui c'est, des telcos, aussi des grands opérateurs de services, qui ont une vraie problématique aujourd'hui qui est qui accède à quoi, quand, comment, d'où. Donc j'appelais ça l'IAM 3.0 parce que je pense qu'il y en a au moins eu 2 déjà, hein, pour ceux qui ont réussi à en faire un. Mais il y a une nouvelle problématique de l'accès à l'information, de l'accès aux services qui sont offerts aux utilisateurs. Et là, quand on est dans la clé numéro 3, eh bien évidemment, la sécurité apparaît comme un frein. Authentification à 2 facteurs, contrôle, chronolocalisation. Alors j'ai appris qu'il ne fallait pas dire géolocalisation, c'est la chronolocalisation, parce que géolocalisation, c'est le latin et le grec qui sont accolés. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut parler de chronolocalisation, c'est où vous êtes et quand. Oui, c'est des spécialistes qui disent ça, mais je trouve ça plutôt pertinent. Et là, il y a quelque part une lutte qui se crée, quasi générationnelle, entre les anciens et les modernes. Ceux qui disent oh, on a toujours fait comme ça marche très bien, et puis... et ceux qui disent mais non, il faut tout revoir, comme moi, et qui disent que non, il y a un changement fondamental qui est en train de s'opérer, et les opérateurs, je ne dirais pas qui, et les fameux GAFA, ils vont être, à mon sens, les plus riches et les plus proches des utilisateurs pour leur donner ces moyens d'accès, directement. Quel sera le rôle de l'entreprise et du RSSI là-dedans? Je ne sais pas. Je dis bien je ne sais pas. Constat numéro 4, une confusion, qui n'est pas que sémantique, qui est une confusion de fond, y compris chez les professionnels de la sécurité. Qu'est-ce qu'une menace? Qu'est-ce qu'une vulnérabilité? Qu'est-ce qu'un risque? Je suis un peu désolé, là je suis quand même face à des puristes. Je suis désolé, quand vous parlez, même entre nous d'ailleurs, ou avec des dirigeants, mais bien souvent on fait des abus de langage et on confond l'un et l'autre. Et c'est pas neutre, hein, cette image elle est facile, hein, entre le virus qui est la menace, je suis sur la plage en plein hiver en train de prendre mon bain sans tenue de plongée, ben finalement je vais me retrouver au lit. Avec la fièvre, vous avez la menace, la vulnérabilité et le risque, qui est la conséquence. Il n'y a pas de risque sans statistique. Pour moi, un risque, il n'est pas potentiel, il est avéré. C'est une statistique, un risque. C'est un impact, c'est une conséquence. Ce n'est pas un peut-être. Hervé me regarde d'une drôle de manière. Donc, première culture sur le risque, la culture du contrôle. Je ne vais pas m'étendre parce que là également je serai très long, mais on est vraiment dans le milieu de la sécurité. Culture des contrôles, c'est aussi une question de gestion de menaces et d'attaques de nature plutôt externe. Et on rentre dans la démarche du CIEM, de la cyberdéfense, des SOC, j'en passe et des meilleurs. C'est une évolution structurelle du marché aussi, où il y a tout à inventer. Hein. Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure qu'est-ce qu'un incident de sécurité, hein, c'est Eric. Bon, voilà. Alors nous, entre nous, on parle tout d'incident de sécurité. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même définition. Ah si, il y a peut-être des normes maintenant qui les définissent, alors ici ou là, bon bref. Donc là, il y a une vraie problématique pour les acteurs de la sécurité, que vous êtes, sur la culture du contrôle, vue, on va dire, de la menace externe dans une logique cyberdéfense. Et la deuxième clé sur la culture du contrôle, c'est l'inverse. C'est mon patrimoine, je suppose que c'est l'information, qu'elle est stockée, qu'elle est hébergée dans ma poche ou dans un data center dans le cloud. La question, c'est à quel moment va-t-elle fuiter, parce qu'elle fuitera, par quel vecteur et via qui. Il y a toujours un qui quelque part. Hein. Et là, on est dans une logique du contrôle un peu difficile, parce que c'est de la défiance. On va plutôt contrôler ceux qu'on connaît, alors que les premiers, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Et ici,
il faut aller dans une double logique, vous avez compris. D'un côté, prévention-protection, j'essaye d'éviter que ça arrive, et de l'autre côté, détection-réaction. Et là, il faut se poser la question s'il n'y a pas deux métiers, deux fonctions de la sécurité qui sont en train d'émerger, de dégager. Comme je le disais, un projet DLP, grand compte, ben, la gestion du DLP, elle n'est pas à la SSI, elle est ailleurs. Et finalement, le constat numéro 5, ah oui, quand même, l'humain. Alors, je vais être très court sur le sujet parce que là, j'aurais pu passer 1 heure, je sais. C'est le maillon faible, paraît-il. Alors, je ne manque pas à reprendre cette image de Philippe Loudneau que vous connaissez tous. Il y a la règle, vous avez votre politique, vous avez la technique avec le groom qui va vous fermer votre porte pour ceux qui ne savent pas la fermer, et vous avez la petite pierre pour la bloquer, parce que c'est tellement facile quand c'est la porte de secours du Grand Tour de la Défense et que c'est la sortie de secours pour aller fumer en cachette, il vaut mieux qu'on puisse rentrer après avoir fumé sa clope. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je considère que l'humain, c'est le dernier rempart. Il y a plein d'exemples, énormément d'exemples, et c'est ceux-là qu'il faudrait mettre en évidence. Moi, j'aime beaucoup cette image, elle est terrifiante parce qu'ils vont tous mourir. Mais il faut savoir qu'en 2004, il y en a eu d'autres d'ailleurs en 2009 dans le dernier tsunami, où c'est une gamine de 12 ans qui a sauvé plusieurs centaines de personnes sur une plage parce qu'elle a compris qu'un tsunami arrivait. Elle avait eu la leçon de géographie quelques jours plus tôt qui expliquait comment fonctionnait, enfin, entre guillemets, un tsunami. Elle a dit, il y a un tsunami qui va arriver, il faut évacuer la plage. Elle a sauvé des centaines de personnes. Et ça, c'est Lincoln. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance, je l'adore. La 5e clé, c'est évidemment l'acculturation de tous. Je vous ai parlé des dirigeants, des métiers, des nouvelles générations, des professionnels de la sécurité, ben maintenant il y a tout. Et le lien de tout ça, c'est un processus d'acculturation. Alors, mes prédécesseurs en ont déjà parlé, mais c'est plus un programme, c'est un processus. C'est permanent. C'est pas en fonction de qu'est-ce qu'il faut dire et combien ça coûte. Ça coûte rien, les programmes de sensibilisation. Ça coûte rien au regard du reste. Et la vraie question des programmes ou des processus d'acculturation, c'est le qui et le quand. Ce sont les seules vraies questions qui sont importantes quand vous vous occupez d'acculturation. Je ne vais pas m'étendre parce que là je serai vraiment trop long, il me reste 2 minutes. Avec une échelle, l'inconscience de la menace ou des risques, l'ignorance de la règle. Ne me demandez pas de respecter des règles, ma charte, personne ne l'a lue. C'est de l'ordre de 90% des gens, toutes les enquêtes que j'ai faites en entreprise, 90% des gens ne savent même pas qu'il y a une charte, ne savent pas où elle est, ils l'ont évidemment jamais lue. Résistance au processus, la sécurité c'est une contrainte, il faut arriver à l'élever. Contournement et dérogation, moi je préfère qu'une règle soit contournée en connaissance de cause et contrôlée, plutôt que sans rien dire. Et ça aussi, il faut le faire savoir. Il faut le faire comprendre. Que oui, vous pouvez contourner une règle. Oui, on peut débrayer la sécurité, parfois. Il faut le faire en connaissance de cause et de manière contrôlée. L'excès de confiance, je peux en parler longuement, mais c'est quand il y a trop de sécurité. Quand la sécurité est trop visible, quand il y a des dizaines d'acteurs de sécurité dans l'entreprise, je ne sais pas la CNAM, la Zero, combien t'en as, quand il y a des technologies de sécurité partout, des ordinateurs chiffrés, des vigiles, des vidéosurveillances partout, l'utilisateur lambda, il va se dire « moi, je n'ai plus rien à faire ». On dépense suffisamment dans cette boutique pour la sécurité pour que moi, j'ai encore des choses à faire. C'est l'excès de confiance. Et je l'ai constaté, je peux vous dire qu'on l'a vu. Et la malveillance, évidemment, statistiquement, regardez les statistiques des crimes et délits en France, il y a 1% de la population, c'est exactement le nombre, 1%, qui est concerné, quel que soit le crime et délit en France. Alors vous le réduisez en disant que dans l'entreprise, bon, on n'a pas un échantillon représentatif de la population française, a priori, et puis secondo, que les crimes et délits touchant le numérique, ce n'est pas tous les crimes et délits possibles, imaginables. Donc vous êtes forcément très en dessous du 1% sur des menaces dites internes, malveillantes, dans votre entreprise. L'externe, c'est autre chose. Donc vous voyez, si vous êtes 50 000 personnes, peut-être qu'il y en a un Kerviel, ça peut arriver tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, mais vous savez qu'il peut arriver. Et c'est ça, c'est la gestion de risque. Ma conclusion, elle sera très facile, 30 secondes. J'adore Saint-Exupéry aussi. Perfection est atteinte non lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et moi, ce que j'invite à faire à vous autres professionnels de la sécurité, c'est à vous poser la question de vous détacher, de vous dépouiller de choses que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez plus faire ou que vous ne devez pas faire. Et ça m'amène à ce schéma qui revient au premier sur les risques.
Je ne sais pas si on appellera au cœur du sujet le Cyber Security and Information Protection plutôt que Security. Voilà. Je pense qu'il y a 3 problématiques de fond aujourd'hui. La cyberdéfense, menace stratégique, continuité, résilience. La data protection, avec des obligations réglementaires qui vont arriver, qui va être un vrai sujet preneur de tête, entre guillemets, preneur de temps, preneur d'énergie et d'argent. Et le 3e volet, qui est de mon point de vue, je m'engage, le tendanciel pour le RSSI, c'est d'être apporteur de solutions pour les besoins de ces métiers au regard de la dématérialisation de leur métier. Voilà, la tendance, elle est plutôt là. Après, si quelqu'un a le courage, la force, l'envie, les capacités de s'occuper de tout, tant mieux pour lui. Et je terminerai juste par celui-là, parce que je veux tuer le DICT depuis très longtemps, je vais finir par le faire. Non, mais il y a un impact de tout ça sur les politiques. Vous avez beaucoup parlé des PSSI. Je pense qu'il manque à la PSSI un chapeau. Voilà. Et je pense que cette vision en 3 niveaux, avec 5 mots-clés qui sont identité, accessibilité, confidentialité, traçabilité, cyberdéfense, je pense que cette politique-là de gestion des cyber-risques, c'est le chapeau de la PSSI. Elle doit être très courte, très stratégique et portée par un dirigeant. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci.